le quotient de réaction se calcule de la manière suivante. Il faut donc, en toute rigueur, prendre le produit C, le diviser par la concentration de référence ici, la concentration standard, tout ça, l'élever à la puissance C. Et ça, on le multiplie par la même chose, mais avec D, c'est-à-dire concentration de D, divisé par la concentration ici de référence, et à la puissance D. Voilà, ça c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est la même chose avec les réactifs, c'est-à-dire que c'est la concentration de A sur la concentration de référence 1 mol par litre à la puissance A, multiplié par la concentration de B, divisé par la concentration de référence à la puissance B. Les quotients ici, en fait, n'ont pas d'unité. Donc déjà, chose très importante, QR n'a pas d'unité. Dans la suite, je n'utiliserai pas les C0. Je trouve ça complètement inutile d'alourdir les expressions avec C0. Il faut savoir simplement que QR n'a pas d'unité et on va donner les expressions de QR sans les C0, toujours en gardant en mémoire que c'est une grandeur donc sans unité. Et puis, le quotient de réaction à l'état final, c'est ce qu'on appelle donc la constante d'équilibre K. Et donc, grand K n'a pas d'unité non plus. Et grand K est donné, la plupart du temps, à 25 degrés. Grand K dépend de la température et la valeur est souvent donnée à 25 degrés. Donc, QR, c'est quelque chose de très général qui obéit à cette expression-là. QRF, c'est lorsque le système est à l'équilibre. Et QRF se note aussi K, qui est la constante d'équilibre et qui est une valeur qui est connue et donnée à 25 degrés C. Il y a une règle qui vient ici en plus de cette expression, c'est que ni les solides non miscibles, ni le solvant n'interviennent dans le calcul de QR. Quelle est l'expression de QR là? Donc ici, nous n'avons ni solvant ni espèce solide dans les produits, donc nous allons prendre Fe2+, concentration de Fe2+, au carré, multiplié par la concentration en Cu2+, exposant 1, divisé par quoi? Divisé par, on a Fe3+, au carré, et puis on a Cu qui est solide. Donc en fait, ici, il va nous rester uniquement Fe3+, au carré. Cu n'interviendra pas dans l'expression de QR. Vous voyez que c'est pas compliqué, il faut juste penser à différentes petites choses. Le QR ici, c'est quoi? Alors, on a l'eau, donc on suppose ici que c'est le solvant. I2 intervient donc au numérateur, à la puissance 1, divisé par... là, j'ai trois espèces chimiques qui interviennent, qui sont ni des solides ni le solvant. Donc en fait, on va écrire I2, I- pardon, au carré, multiplié par H2O2 puissance 1, multiplié par H3O+, au carré. Voilà, donc on a une expression assez compliquée, en tout cas au dénominateur. Ensuite, QR, ici, j'ai Fe2+, au cube. Fe2+, au cube. Sur, ici j'ai un solide, le fer, donc lui n'intervient pas dans le calcul, et Fe3+, lui, il est au carré. Voilà, donc QR ici, dernier exemple, j'ai un solide qui est le produit. Donc en fait, quand il y a un solide en produit, je mets un 1. En fait, on remplace, quand on dit n'interviennent pas dans le calcul, on remplace leur concentration par 1. Ensuite, ici, Ag+, est un ion qui intervient à la puissance 1, multiplié par Cl- aussi à la puissance 1. Maintenant, on a un critère d'évolution spontanée. J'ai un axe qui est gradué en QR. En fait, je l'ai légèrement incurvé de manière à faire une analogie mécanique, en fait. Ici, j'ai une bille. Donc là, c'est la position d'équilibre de la bille. Hein. Et puis là, en fait, quand on va chercher à déplacer la bille vers la droite et qu'on la lâche, elle va revenir vers la gauche. C'est-à-dire qu'elle va descendre la pente pour revenir vers la gauche. Et là, si je la décale vers la gauche, si je la lâche, elle va revenir vers la droite. Donc en fait, ici, on a une analogie mécanique qui marche très très bien et qui permet de bien se rappeler le critère d'évolution. Donc quand QR est supérieur à K, quand on va tirer QR d'une valeur qui est supérieure à K, comme un ressort ici, si on tire dans ce sens-là, qu'on lâche, ça repart vers la gauche. Donc on a une rétroaction qui va tendre à diminuer la valeur de QR parce qu'il est trop grand. Ici, QR est petit, trop petit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait tiré le ressort dans ce sens, on lâche, et en fait, il va repartir ici. Ça, c'est le sens direct. Et ça, c'est le sens que moi j'appellerais inverse. Dans votre livre, il parle de sens indirect, mais c'est plutôt le sens inverse. On va appliquer le critère d'évolution.
pour cette équation générale, un peu moins générale que celle du haut, parce que j'ai fixé des choses solides, et puis j'ai mis de l'eau. Donc ici, j'ai D qui est solide, donc il n'intervient pas dans le calcul. J'ai C qui est aqueux, donc c'est la concentration de C, la valeur de QR, divisé par la concentration de A au carré. H2O étant le solvant, la concentration de A au carré. Bien. Donc ça, c'est l'expression du QR. Maintenant, tant que QR est plus petit que K, le système va vouloir augmenter QR pour arriver jusqu'à QR égale K égale QRF. Si QR augmente, et on le voit ici dans l'expression, si QR augmente, ça veut dire que C augmente. Hein, donc ça veut dire que ici, C augmente. Et de manière concomitante, si C augmente, vous voyez ici l'équation C et A sont reliées par une équation quand même. Hein, donc si C augmente, ça veut dire que A est consommé. On ne peut pas augmenter C sans consommer A. Donc ça veut dire qu'en fait, C augmente et à la fois A diminue. Ben, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si C augmente et A diminue, ben, ça veut dire que le système il évolue dans le sens, ici on est une évolution dans le sens direct. Si QR est supérieur à K, QR va diminuer, d'accord? Si QR diminue, ça veut dire quoi? Ici on voit l'expression. Si QR diminue, ça veut dire que C diminue. Il ne diminuera pas tout seul, parce que si C diminue, ça veut dire qu'il est consommé. Donc ça veut dire qu'on est en train de produire du A. Donc ça veut dire que A est en train d'augmenter. Donc en fait, si vous voulez, les deux sont reliés ensemble, et tout ça pour dire que le système va évoluer dans le sens inverse. Donc tout ça, c'est logique et cohérent surtout, hein. Logique et cohérent. Ce qui complique un peu, ce n'est pas tellement le critère d'évolution spontanée qui est facile à comprendre, mais c'est surtout le fait de calculer les concentrations de chacune des espèces mises en jeu dans l'équilibre à l'état initial. C'est-à-dire l'état initial, c'est quoi? C'est avant la réaction, mais après le mélange. Donc c'est-à-dire que souvent on a des solutions dont on connaît la concentration, mais dans chacune des solutions avant mélange. Et en fait, il faut en déduire la concentration après mélange. Donc souvent, ça passe par en fait un facteur de dilution qui est dû au mélange des solutions entre elles. La difficulté réside dans le calcul de ces concentrations initiales. On va écrire juste l'équation de la réaction. On nous demande d'écrire la réaction dans le sens où on considère les ions fer3 et les ions iodure comme les réactifs. Donc ici, on a Fe3+, plus 1 électron, égale Fe2+. Et donc là, on a 2I- égale I2, plus donc 2 électrons. On voit qu'il faut multiplier par 2 l'équation du haut. Donc ça fait 2 Fe3+. Donc on a vu que c'était important de mettre les formes sous lesquelles se trouvent les différentes espèces. Donc 2 Fe3+, plus 2I-. Et donc on a le sens direct, et là le sens inverse. Au passage, si vous n'êtes pas sûr que la réaction est totale ou pas, si c'est pas dit, de toute façon, ça c'est toujours juste. Hein, la double flèche est toujours juste. Donc, privilégiez cette notation-là si vous ne savez pas si la réaction est totale ou si elle mène à un équilibre. Donc ici, donne 2Fe2+, AC, plus I2, AC. Voilà, donc le calcul du QR, ça donne quoi? Donc c'est le rapport ici, on commence par les produits. Donc c'est Fe2+, au carré, multiplié par I2. Voilà, puissance 1, et donc là c'est Fe3+, au carré, multiplié par I- au carré également. Nous avons ici 3 solutions et 10 ml de prélèvement de chacune. Donc j'ai une solution, je vais citer que les espèces qui interviennent. Fe2+, qui est à 5-10-3 dans la solution initiale. Fe3+, qui est à 5-10-3 dans la solution initiale, dans sa solution. Et donc diode qui est à 2-10-4 dans I- à 0,5. Donc j'ai ici les 3 éprouvettes graduées qui contiennent les 3 espèces chimiques, les solutions des 3 espèces chimiques. Je commence par mélanger les deux solutions de fer, fer2, fer3. Et à un moment donné, je vais verser donc la solution de diode. Quand je vais verser la solution de diode, la réaction va commencer. Je vais déclencher l'acquisition avec le spectrophotomètre et puis le logiciel est prêt. J'aurai plus qu'à cliquer sur mesurer pour avoir donc comment l'évolution de l'absorbance. Et l'évolution de l'absorbance va nous indiquer de manière quantitative l'évolution de la concentration en diode, hein, puisque c'est le diode ici qui va être consommé, soit être produit. Alors allons-y, je mélange ici, je fais le dernier mélange et je lance la mesure. Donc je verse I2, je clique sur mesurer, on agite, on va remplir la cuve et on le met dans le spectrophotomètre. Et là, si on n'a pas la première mesure, c'est pas très grave,
puisque ce n'est pas une étude cinétique. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment va évoluer. Donc vous voyez un premier point qui s'affiche, c'est comment va évoluer l'absorbance en fait. À partir de là, on est à peu près à 0,8. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Donc il faut attendre 15 secondes pour avoir donc la réponse, savoir comment va évoluer. Voilà. Donc vous voyez comment évolue la concentration en I2 dans le milieu réactionnel. Alors juste, je fais un petit zoom ici sur la solution pour qu'on se rende compte aussi visuellement. Ce sera peut-être moins évident qu'avec la courbe de l'absorbance. Donc voilà, je reviendrai je vais couper et puis dans 2 ou 3 minutes, je vous remontrerai l'aspect du bécher. Je me suis bien mis à 400 nanomètres, qui correspond au maximum d'absorption de I2. Voilà, 5 minutes plus tard, je pense que ça se voit sur l'écran que ici, la solution est devenue plus foncée, plus jaune. Et donc on voit la courbe ici au bout de 5 minutes, on a une augmentation donc de la quantité de diode, la concentration en diode. Le sens spontané, c'est celui de la production de diode. Le QRI passe donc, comme je vous disais, par le calcul des différentes concentrations initiales, c'est-à-dire après le mélange, après le mélange, mais avant la réaction. On va commencer, on va le faire par exemple pour Fe2+ initial. Quelle est la quantité de matière de Fe2+ qu'on met? Elle est présente dans la solution 1, c'est la concentration en Fe2+ dans la solution 1 que multiplie le volume qu'on appelle le volume qu'on peut appeler le volume V1, mais les trois volumes sont identiques, divisé par quoi? Divisé par V1 plus V2 plus V3. D'accord, divisé par le volume total. Donc en fait, ici, le rapport V1 sur V1 plus V2 plus V3, ça fait 10 sur 30 en fait. Donc ici, chaque solution, en fait, chaque espèce chimique, quand elle est introduite dans le mélange, elle voit sa concentration divisée par 3. Donc en fait, je vais pouvoir écrire sans trop développer que Fe3+ initial, bien, c'est égal à la concentration en Fe3+ dans sa solution de base, qui est la solution notée 2, divisée par 3, que I2 initiale, eh bien, c'est la concentration de I2 dans la solution de départ, qui est la solution 3 divisée par 3, et que I- initiale, c'est la concentration en I- dans la solution 3 divisée par 3. Voilà, en fait, chacune, ici dans ce cas, vu qu'on ajoute 3 volumes identiques, eh bien, chaque solution voit sa concentration divisée par 3. Alors, si on écrit le QRI, il s'agit donc de Fe2+ initial puissance 2 multiplié par I2 initial divisé par Fe3+ initial au carré multiplié par I- initial au carré. Avant de se lancer dans des calculs, il faut quand même regarder s'il n'y a pas des simplifications intéressantes. Parce que vous voyez que Fe2+ initial et Fe3+ initial, en fait, ce sont les mêmes, puisque chaque ion a une concentration de 5-10-3. Et les ions fer ici, 2 et 3, ont des concentrations identiques. Donc ça nous permet quand même de simplifier ce calcul. Donc ici, j'ai ça qui s'en va et ça qui s'en va. Ici, c'est 2-10-4, 2,0 puissance moins 4. Je reprends ici, divisé par 3. Ça, je le divise par quoi? Je le divise par I- initial au carré. Donc c'est 0,50 divisé par 3, le tout au carré. Alors je peux remarquer aussi que là, je divise par 3, là je divise par 3 au carré. Donc ça revient à multiplier par 3 en haut en fait. Ça fait 3 fois 2,0, pardon, 10-4 sur 0,50 au carré. Et ce résultat, c'est 2,4 10-3. Résultat final pour QRI. Et ça, je dois comparer avec quoi? Je dois le comparer avec la valeur qui m'est donnée ici de 5 10 puissance 4. Donc, je compare avec 5 10 puissance 4. Donc ça, c'est très inférieur à 5,0 10 puissance 4. Donc très inférieur à QRF. Et donc, en fait, l'évolution, donc ça, c'est QRF ou K. Ça, c'est égal à K. Donc, évolution prévue dans le sens direct. Donc, le critère d'évolution me prévoit donc une réaction dans le sens direct, c'est-à-dire quand on regarde l'équation, ici, on va produire du diode. Comment on l'a démontré expérimentalement? L'absorbance à 400 nanomètres qui augmente, et seul I2 absorbe à cette longueur d'onde. Donc, si l'absorbance augmente dans un domaine de longueur d'onde où seul I2 absorbe, donc d'après la loi de Beer-Lambert, ça veut dire que
Donc si A augmente, si A à 400 nanomètres augmente, ça veut dire que I2 augmente. Et donc si I2 augmente, c'est-à-dire que le milieu réactionnel a effectivement évolué dans le sens prévu par le critère d'évolution spontanée. Alors, nous allons voir une deuxième application du critère d'évolution spontanée. Ici, j'ai un Erlenmeyer dans lequel je mets donc une solution de sulfate de cuivre, de la solution de fer 2, une solution qui contient des ions fer 3 et une pointe de spatule de cuivre, donc je la mets en excès. Et donc en fait, on va considérer qu'ici, on ne sait pas comment évolue le système, et on nous demande de considérer que les ions Fe2+, et Cu2+, sont les réactifs. Ici, donc forcément, il faut qu'il y ait un oxydant et un réducteur. Donc l'oxydant, on considérait que c'est Cu2+, et ici, le réducteur, ce serait Fe2+. Donc, je mets Fe2+, ici, à gauche, et on fait intervenir donc Cu2+, en tant que réactif. Et en multipliant par 2 la première demi-équation, donc on obtient l'équation suivante, 2Fe2+ AC plus Cu2+ AC, donc en équilibre avec 2Fe3+ plus Cu, et lui, il est solide. Voilà, donc là on a le sens direct, là on a le sens inverse. Donc ici, je vais le noter quand même, direct, inverse. Et le calcul de QR donnerait quoi? Donc là j'ai un solide, donc ça fait Fe3+ au carré sur Fe2+ au carré multiplié par Cu2+. Ça, c'est l'expression du quotient de réaction associé à cette équation, écrite dans le sens où Fe2+ et Cu2+ sont les réactifs. Alors la difficulté ici, c'est de déterminer les différentes concentrations. Hein. Si on reprend la manip ici, donc on a un mélange de 3 volumes avec 20 ml, 10 ml, 20 ml. Donc ce sera un petit peu moins simple que tout à l'heure. Et en plus, nous avons ici un coefficient 2 qui va nous compliquer la tâche. Donc là, la difficulté va être de déterminer toutes les concentrations initiales. Donc d'après l'équation de dissolution que nous avons là, la concentration effective des C2+, c'est égal à directement à C1, et c'est égal donc à 0,10 mol par litre. Hein. Donc c'est directement égal à la concentration du soluté. Pour Fe2+, on a la même chose, hein. On a un coefficient 1, donc le solide, 1 mol de solide donne 1 mol de Fe2+. Donc ici on a directement 0,010. Dans la troisième solution, on a 1 mol de soluté qui donne 2 mol de Fe3+. Donc en fait, ici, on a plutôt 2C3. Donc 2C3, ça veut dire qu'on a une concentration en Fe2+, dans la solution 3, avant le mélange. Dans la solution 3, on a 0,10 mol par litre. Donc maintenant qu'on a les concentrations effectives de chacune des espèces dans sa solution de départ, maintenant, après mélange, qu'est-ce que ça donne? Après mélange et avant réaction. Donc Cu2+ initial, qu'est-ce que je mets comme concentration? Je mets du 0,10. Donc je mets 0,10 mol par litre, multiplié par quel volume? Multiplié par 20 millilitres. Et tout ça dans une solution qui a pour volume à la fin 50 millilitres. Alors, vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin de mettre les 10-3. Hein. Les 10-3 s'en vont. Donc, dans la suite, je ne vais pas tenir compte des 10-3, parce que c'est un rapport de volume. Ça fait 20 sur 50. Ça fait 2 cinquièmes, en fait, ici. Donc, ça fait que Cu2+ initial, ça fait 0,040 mol par litre. Pour Fe2+ initial, j'ai Fe2+, la concentration initiale, donc c'est 0,010. Multiplié par Fe2+, la solution c'est 10 millilitres. Je ne mets pas les 10-3, ils ne servent à rien. Et toujours divisé par 50. Donc ici, ça fait 1 cinquième de 0,01, donc 0,0020 mol par litre. Pour Fe3+ initial, dans sa solution de départ avant mélange, il est à 0,10 mol par litre, donc ça fait 0,10. Multiplié par le volume dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire 20. Et le tout divisé par 50, qui est le volume final. Donc ici, on obtient 0,1 par 2 cinquièmes, donc ça fait 0,040 mol par litre. Donc on est à même de pouvoir calculer QRI. QRI, donc c'est Fe, on l'a vu tout à l'heure, Fe3+ initial, le tout au carré, divisé par
Cu2+ initial puissance 1 multiplié par Fe2+ initial au carré. Donc Fe3+, ça fait 0,040 au carré, divisé par Cu2+ initial qui vaut 0,040. Voilà, on va déjà écrire ça. Multiplié par 0,0020 le tout au carré. Voilà, donc ce qu'on peut simplifier ici, c'est le carré avec ça. Et donc ça fait 1 10 puissance 4. Et on trouve 1,0 10 puissance 4, qui est une valeur élevée, qui est bien supérieure, qui est très très supérieure à 2,6 10 puissance moins 41. Donc on a, pour cette réaction, QRI est très supérieur, très supérieur même à K. Le système va donc évoluer spontanément dans le sens inverse. Là, on est allé trop loin, il faut revenir en arrière, donc sens inverse. Voilà ce que ça veut dire en gros. Comment faire pour vérifier expérimentalement que ça marche bien? J'ai choisi dans le cours de vous montrer des techniques pour vérifier expérimentalement que le milieu réactionnel évolue bien dans le sens prévu. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ici, on va faire un dosage, un titrage. C'est l'occasion de revoir un peu les titrages. Donc, on va déterminer la concentration. J'ai pas fait la manip, donc je vous la décris ici. On prélève un échantillon de 20 ml. On prélève un échantillon de 20 ml dans la solution de tout à l'heure, dans l'Erlenmeyer. Et dans une burette, on met donc une concentration de permanganate de potassium à 0,010. Et donc on verse jusqu'à obtenir ici une persistance de la couleur violette à 13,9 ml. Donc ça va nous permettre de savoir quelle quantité d'ions Fe2+ il y a. Donc on dose les ions Fe2+. Donc forcément c'est avec l'oxydant. Ici on a le réducteur, là l'oxydant. Voilà, donc j'ai l'équation support du titrage. À l'équivalence, les réactifs ont introduit dans les conditions stoichiométriques, ça vous rappelle des choses, j'espère. Donc c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc N de Fe2+, donc initialement présent, divisé par 5, est égal à N de MnO4- qui ont été versés à l'équivalence. Donc je peux en déduire la quantité de matière de Fe2+ présente. Donc N de Fe2+ était présente dans l'échantillon V0. C'est égal à quoi? C'est égal à 5 fois la concentration en MnO4- qui est notée C et fois VE. Donc quand je fais ce calcul ici, je trouve 6,95 10 puissance moins 4 mol. Et si je veux déterminer la concentration de Fe2+ à T égale 30 minutes, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends N de Fe2+, que j'ai déterminé tout à l'heure, divisé par le volume V0 prélevé ici, divisé par le volume V0 prélevé. Je divise mon résultat de tout à l'heure par 20 10 puissance moins 3. Et donc, je trouve 3,5 10 moins 2 mol par litre. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, je peux dire que la concentration en Fe2+ est de 3,5 10-2. Or, la concentration initiale en Fe2+, je reviens ici, est de 2 10-3. Ici, 2 10-3. Donc je compare ici 2,0 10 puissance moins 3, comparé avec 3,5 10 puissance moins 2. Ça veut dire que la concentration a été multipliée par plus que 10. Donc ça veut dire que ici on a une concentration qui est supérieure au bout de 30 minutes. La réaction a produit des ions Fe2+, puisque la concentration au bout de 30 minutes est supérieure à la concentration à T égale 0. Donc si on compare et si on regarde l'équation qu'on a écrite tout à l'heure, ça veut dire qu'on a produit des ions Fe2+, ça veut dire qu'en fait la réaction est allée dans le sens inverse, c'est-à-dire que le milieu réactionnel a évolué dans la consommation des ions Fe3+, pour produire des ions Fe2+. Il s'agit bien d'une évolution qui est confirmée dans le sens inverse. Voilà. Il nous reste maintenant, pour clore cette séquence, de faire un petit tour d'horizon des piles électrochimiques. Vous avez dû voir ça en première, je l'espère. Une pile électrochimique nécessite donc des réactions d'oxydoréduction. Nous avons là une solution qui contient des ions fer2, donc des ions sulfate et des ions fer2. Nous allons rajouter dans cette solution des ions Cu2+, par l'intermédiaire d'une solution de sulfate de cuivre. On va rajouter à peu près, en faire moitié-moitié. Donc là, c'est un mélange de deux ions, Fe2+ et Cu2+. Dans ce mélange, nous allons rajouter
Une lame de fer ici présente, alors donc elle a été décapée. Une lame de fer et une lame de cuivre aussi préalablement décapée. J'introduis à la fois les deux et puis on va voir dans quel sens va avoir lieu la réaction. Donc on va attendre un petit peu. Donc nous voilà à peu près 2 minutes plus tard. Je vais juste enlever d'abord la lame de cuivre. On va observer la lame de cuivre. La lame de cuivre ne semble pas particulièrement, altérée. On va voir, on va faire la comparaison avec la lame de fer. Donc je sors la lame de fer ici, donc, et on voit effectivement un dépôt cuivré ici, qui est à mettre en relation donc, avec la couleur que l'on voit là. Donc c'est une réaction qui produit du cuivre. Donc les ions cuivre sont consommés pour former du cuivre métallique. Vous avez pu voir dans la vidéo de l'expérience qu'il se forme un dépôt. Ici, un dépôt de cuivre sur la lame de fer. Donc la lame de fer se recouvre d'un dépôt rouge. Et donc ce dépôt rouge suggère la production de cuivre. Et donc forcément, ça suggère que Cu2+ serait le réactif. Et que Fe serait le réactif aussi, donc Cu2+ serait l'oxydant et Fe serait le réducteur. Donc le fer est consommé par la réaction suivante, donc Cu2+ plus 2 électrons. Voilà, donc on vous demande de calculer le quotient de réaction initial. Donc le quotient de réaction initial à l'état initial, bah, c'est quoi en fait? Il y a Fe2+ qui intervient. Fe2+ initial divisé par Cu2+ initial. Donc ici, il faut aller chercher la valeur de chacune des concentrations après mélange, avant réaction. Donc ici, on a mélangé deux solutions qui sont à 0,10 séparément, et lorsqu'elles sont mélangées, elles subissent chacune une dilution d'un facteur 2. Donc en fait, ici, on voit que le QRI, il vaut 1,0. Donc on a un QR qui vaut 1 et qui est à comparer avec quoi? Qui est à comparer avec 2,8 10 puissance 26. Donc vous voyez que c'est énorme. Donc là on est bien inférieur à 2,10 puissance 26. On est avant QRF. Donc le système va évoluer dans le sens direct ici, dans le sens de formation du cuivre. Évolution prévue dans le sens direct. Les observations expérimentales sont en accord. Bon, on va mettre juste oui. Un dépôt de cuivre se forme sur la lame de fer. Donc nous avons vu tout à l'heure que plongé dans ce mélange qui contient des ions fer 2 et des ions cuivre 2, eh bien une plaque de fer se recouvre de cuivre. Donc ça veut dire en gros que le fer est capable de réagir avec l'ion Cu2+, pour former du cuivre métallique. Alors pour mettre en évidence cette réaction, eh bien un peu plus rapidement que tout à l'heure, eh bien, je vais simplement rajouter du fer qui est sous forme de poudre, donc du fer en poudre, dans un tube à essai qui contient des ions cuivre 2. Vous allez voir que la réaction va être beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Je ne vais même pas avoir besoin de couper et de laisser quelques minutes, puisque ici, on joue sur le facteur cinétique surface de contact entre les réactifs. Donc ici nous avons un métal qui réagit, donc un métal solide qui réagit avec une solution. Et donc en fait en augmentant la surface de contact, alors je pense que vous pouvez voir ici que le solide rougit. Donc nous avons ici la même constatation que tout à l'heure, mais beaucoup plus rapidement. Et on a donc une décoloration de la solution. Alors pour mettre en évidence la décoloration de cette solution, on peut comparer la couleur de la solution avec un tube témoin. On voit bien qu'il y a une nette décoloration. Donc la réaction a consommé des ions Cu2+, formé ici du cuivre métallique que l'on voit grâce à sa couleur rouge. Et là, si on peut ici détecter la présence d'ion fer 2. Alors comment on détecte la présence d'ion fer 2? En introduisant donc de la soude. Nous allons récupérer le surnageant de la solution. Et puis nous allons donc rajouter de la soude, donc Na++ plus OH-. Donc je rajoute ici dans ce tube à essai et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc on a une coloration verte. Donc comme vous avez vu, on refait la même manip. Donc la couleur de la solution ici, on va répondre comme ça rapidement, décoloration par un précipité vert avec la
soude. Donc Fe2+, plus 2OH-, qui va donner en fait FeOH. On peut mettre une double flèche. FeOH 2 fois solide. Et ça, c'est un précipité vert. L'idée géniale de la pile, c'est de séparer en fait les réactifs. Donc ici, on a dans un bécher, on a du sulfate, une solution de sulfate de cuivre, dans lequel donc je vais mettre une lame de cuivre. Donc ici, nous avons Cu2+ et Cu dans ce compartiment-là. Là, donc j'ai du sulfate de fer 2, donc des ions fer 2. Et puis donc là, je vais mettre la lame de fer que j'ai décapée. Et ici, donc, pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Puisque là, il n'y a pas de connexion électrique entre les deux. Donc en fait, on rajoute entre les deux, ici, ce qu'on appelle un pont salin. Alors, juste pour voir que ça ne marche pas, j'ai aucune tension. Donc là, je suis en fonction voltmètre et j'ai rien. Et je vais rajouter donc ce pont salin. Et dès que je rajoute le pont salin, vous voyez qu'il y a une tension entre la lame de cuivre et la lame de fer. Le fil rouge qui est relié au cuivre, vous voyez que la différence de potentiel nous donne en fait une borne plus sur le cuivre et une borne moins sur la lame de fer. On a à peu près 0,7 volts de différence de potentiel. Si j'enlève ici le pont salin, vous voyez que la tension ici n'existe plus, il n'y a plus de connexion électrique. Donc en fait, nous avons ici, là, cet ensemble-là, correspond donc à une pile, un générateur de tension. Alors on peut mesurer l'intensité de court-circuit. Alors je mets la lame de fer sur la borne COM et puis la lame de cuivre sur la borne 200 milli. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a quand même 0,2 milliampères. Donc c'est pas énorme évidemment, 0,2 milliampères en court-circuit. Donc on a une intensité. Et l'intensité circule bien de la lame de cuivre vers la lame de fer. Donc vu les polarités ici que j'ai utilisées, donc ça veut dire que les électrons, eux, vont de la lame de fer vers la lame de cuivre. Les deux réactifs sont séparés. Et du coup, si on veut avoir une réaction, il faut qu'il y ait un contact électrique. Donc là, c'est la lame de cuivre en rouge. Donc il faut qu'il y ait un contact électrique entre les deux. Et une fois qu'on est sur le contact électrique, à ce moment-là, la lame de fer peut envoyer des électrons ici, et ces électrons sont recueillis par la lame de cuivre, mais c'est pas la lame de cuivre en fait qui va les utiliser, ce sont les ions Cu2+ qui sont présents ici, qui vont réagir avec les électrons qui arrivent. Cette circulation d'électrons crée en fait un courant électrique ici dans le fil. Alors attention, ce courant électrique, on a vu que si on retirait le pont salin, ça marchait plus. Pourquoi? Parce que là, j'ai des anions en fait. Par exemple, ici, j'ai des ions Cl-, et puis là, j'ai des ions K+, par exemple. Ça peut être d'autres. Donc, vous voyez que le courant électrique, c'est le sens de circulation, comme si c'était que des charges plus. Donc ici, vous voyez que les K+, ils vont suivre le sens du courant, c'est-à-dire dans le sens ici contraire des aiguilles d'une montre. Les électrons, eux, ils sont dans le sens des aiguilles d'une montre, et les Cl-, ils vont suivre aussi les électrons dans le même sens. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, les électrons, eux, leur domaine d'influence, c'est la lame de fer, la lame de cuivre et le circuit extérieur. Dans les solutions, ce sont les ions qui sont responsables de la conduction électrique et du passage du courant. Et donc, en fait, on obtient un générateur, et c'est une pile. On obtient donc un courant électrique. Donc tout ceci, ça, ce qui est là, ici, s'appelle une pile. Ça, c'est une pile électrochimique, d'accord? Donc avec ces deux compartiments, j'ai les électrons qui arrivent ici. Donc en fait, c'est la borne plus. Le courant part bien de la borne plus pour aller vers la borne moins. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai fabriqué une pile. La réaction de réduction et de formation du cuivre, elle a lieu sur la lame de cuivre. Pourquoi? Parce que les électrons, cette fois-ci, ils sont transférés là en passant par la lame de cuivre, qui est le seul endroit où il y a à la fois des électrons et des ions Cu2+, et bien c'est là. Donc en fait, on va avoir ici un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre et non plus sur la lame de fer. On va observer quoi également? On va observer une destruction ici de la lame de fer. Donc la lame de fer, elle va petit à petit, ici, disparaître. Voilà, toute cette partie-là va disparaître petit à petit. Et la lame de fer va être rongée. Le dépôt de cuivre s'effectue maintenant sur la lame de cuivre. La pile Daniel, c'est à la place du fer, je mets du zinc. J'ai le zinc solide qui va devenir donc des ions zinc plus 2 électrons. Ça se passe où? En fait, ça se passe ici.
C'est-à-dire que là, j'ai un atome de zinc, ça c'est censé représenter un atome de zinc, et l'atome de zinc ici devient un ion Zn2+. Et j'ai des électrons qui vont ici remonter, voilà, et qui vont sortir dans le circuit extérieur. Voilà, je pourrais mettre 2 électrons, mais bon, ce sont des électrons ici, et les électrons vont être appelés, entre guillemets, par les ions Cu2+. Voilà, les ions Cu2+, et en fait, il va se former de ce côté-là un atome de cuivre. J'ai besoin pour cela d'un ion Cu2+. Voilà ce qui se passe, hein. On a une chaîne ici. La chaîne, on ne l'a pas complètement montrée, hein. Donc je repars ici, hein. Les électrons sont émis par la lame de zinc qui est consommée. Ils sortent dans le circuit extérieur et ils sont captés ici par un ion Cu2+, qui capte 2 électrons. En réalité, si vous voulez, je peux mettre 2 électrons ici, hein. Voilà, c'est le chemin de 2 électrons. Voilà. 2 électrons. Et ces 2 électrons viennent ici à l'encontre d'un ion Cu2+, et ils se forment donc un atome de cuivre à cet endroit. Et ça, c'est la disparition. Hop, ici, il y a un petit morceau qui part. Donc maintenant, on n'a pas tout à fait fini, puisque là, il faut écrire que Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on l'appelle l'anode. On donnera la définition après. Et ça, on l'appelle la cathode. Donc la cathode, c'est où a lieu la réduction. Et ça, c'est où a lieu l'oxydation. Je vous donnerai des moyens mémotechniques après. Et puis en fait, il faut boucler le circuit maintenant. C'est-à-dire que nous avons des Zn2+ qui sont produits. Et ces Zn2+, si jamais rien ne se passait, s'il n'y avait pas de circulation d'ions, en fait, on aurait ce compartiment qui deviendrait positif. Là, on a une consommation de Cu2+, on a ce comportement qui deviendrait négatif. C'est pas ça qu'on observe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent ici. Il y a une fuite des ions Zn2+ par l'intermédiaire du pont salin. Voilà. Ici, vous avez des cations, par exemple K+. Ce sont des ions qu'on met souvent dans les ponts salins. Bien, ils vont avoir tendance aussi à circuler comme ça. Les Cl- qu'il y a dans le pont salin, ils vont avoir tendance à circuler comme ça. Tout le monde va se croiser là-dedans. Et puis, vous avez des SO4- qui, eux, vont vouloir partir parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il ne se passe rien, des Cu2+ sont consommés, c'est-à-dire que ça devient un chargé négatif, donc tous les moins sont repoussés. Donc en fait, il y a une double circulation des cations et des anions. Les cations vont dans le sens du courant et les anions vont dans le sens des électrons. Conclusion ici, regardez, vous avez un courant qui est dans ce sens-là. Voilà, vous avez un courant dans ce sens-là. Et ici, donc, la boucle est bouclée parce que vous avez un courant dans ce sens-là aussi, mais qui est un courant qui est porté par des ions. Là, il est porté par les électrons. Là, la circulation des charges est portée par les ions. Donc, je redis bien, aucun électron n'est capable d'aller dans la solution ou dans le pont salin, hein. Ce sont les ions qui prennent en charge le transport des charges. Vous avez des électrons qui arrivent ici. Donc, ça, c'est une borne plus. Vous avez des électrons qui partent d'ici, donc ça c'est une borne moins. Et une dernière chose, donc la pile est un système hors équilibre et les réactifs sont consommés, les produits formés tant que QR est différent de K. Donc une pile usée en fait c'est une pile qui a l'équilibre. Donc quand on arrive à l'équilibre, la pile n'est plus capable de faire une différence de potentiel, on a le même potentiel de part et d'autre. Donc c'est une pile hors équilibre, c'est qu'il y a une différence, elle arrive à créer une différence de potentiel entre le côté anode et le côté cathode. Alors maintenant, anode et cathode, qu'est-ce que c'est? Comment on définit, hein? Alors l'anode, qu'est-ce que c'est? L'anode, c'est l'électrode où a lieu l'oxydation. Alors c'est très simple, c'est un moyen mémotechnique facile. L'anode, c'est le lieu de l'oxydation. Voilà, c'est 2 voyelles, d'accord? Et la cathode, qu'est-ce que c'est? La cathode, c'est l'électrode où a lieu la réduction, c'est 2 consonnes. Voilà. Donc, cathode, réduction, anode, oxydation. Et comme ça, on a un moyen mémotechnique facile. Autre moyen mémotechnique, c'est que, regardez, les cations ici, Zn2+, ici, K+, Cu2+, ils vont vers la cathode. Et les anions, SO4-, Cl-, ici, ils vont vers l'anode. Les anions vont vers l'anode, les cations vont vers la cathode. Alors attention, si vous ne vous rappelez pas, moyen mémotechnique, anion, c'est un N comme négatif, et cation, ça fait un plus si vous entourez comme ça.
Donc voilà, si vous ne savez pas, anion et cation, ça vous fait donc un moyen mnémotechnique N comme négatif, où le cation, le T, il y a un plus qu'on peut détecter dans le T. Alors nous avons là une pile Daniel complètement démontée. Donc vous avez là la solution de sulfate de cuivre, ici. Là, vous avez la solution de sulfate de zinc, voilà, qui a été déjà mise dans le récipient de la pile. Ensuite, là, vous avez donc un vase poreux, pour l'instant, qui est vide. Et je vais mettre dans ce vase poreux, je vais verser donc une solution bleue de sulfate de cuivre. Voilà, solution sulfate de cuivre bleu qui donc est à 0,5 mol par litre. Et donc cette solution, ce vase poreux, je le mets directement ici en contact avec la solution de sulfate de zinc. Donc maintenant nous avons les solutions. Ce qui joue le rôle du pont salin, bah, c'est ce vase poreux ici. Donc qui va laisser passer les ions mais pas les électrons. Je vais mettre donc l'électrode de cuivre ici dans la solution de sulfate de cuivre. L'électrode de zinc dans la solution de sulfate de zinc. Et nous avons notre pile Daniel qui est prête. La tension aux bornes de la pile. Donc comme vous pouvez voir, elle est de 1 sans le reflet, elle est de 1,05. Donc on a quand même un peu plus de 1 volt. Donc le courant de court-circuit est de quand même 0,18 ampères. Donc là, on a un courant qui est important. On peut peut-être tester, voir si elle peut faire fonctionner un petit moteur. Et donc, testons. Ah, bah, vous voyez, effectivement, là, on a une rotation du moteur. Donc, on a en fait, à partir de quelque chose qui est complètement inerte, hein, c'est-à-dire du zinc, du cuivre, des solutions de zinc et des solutions de sulfate de zinc et sulfate de cuivre. On a donc production d'énergie électrique, donc c'est assez fascinant quand même. Alors donc là on a une pile Daniel, hein. Je vous ai dit, la pile Daniel je vous l'ai montré, elle est capable de faire tourner un moteur. La pile Daniel qu'on trouvait dans les labos, voilà, pour fabriquer un courant, on va dire au 19e siècle. Ici vous avez une électrode en cuivre. La cathode ici est entourée, elle plonge dans une solution de sulfate de cuivre, hein, qui est bleu turquoise. Et ensuite vous avez un vase poreux. Donc qui laisse passer les ions, mais évidemment pas les électrons. Donc en noir, on a le cylindre de zinc, et le cylindre de zinc qui est ici plonge dans une solution de sulfate de zinc. Donc ici vous avez la borne moins qui est le zinc, la borne plus c'est l'électrode de cuivre, et la borne moins c'est l'électrode de zinc. Voilà, comme en haut. Mais sauf que l'intérêt de cette disposition, c'est qu'on a un courant beaucoup plus fort. Ici, dans un pont salin, c'est beaucoup plus difficile. La longueur à traverser par les ions est beaucoup plus grande. Et donc, on a du mal à avoir un courant important. Et donc là, on a un courant assez important et qui est utilisable pour faire fonctionner des appareils. Donc, quand est-ce que la pile Daniel est usée? Eh bien, la pile Daniel est usée lorsque QR est égal à K, est égal à QRF. À ce moment-là, on a une pile qui est usée. Elle est incapable de fournir une différence de potentiel et toute circulation d'électrons s'arrête. Alors il nous reste une dernière chose à voir qui est la notion de capacité d'une pile. Cette notion, je l'ai englobée dans un exercice un peu, hein, c'est conçu comme un exercice sur la constitution d'une pile alcaline du commerce, hein, du genre les piles 1,5 V qu'on utilise tous les jours. Vous avez la description de ce que c'est qu'une pile 1,5 V, les piles AA. On a du dioxyde de manganèse qui réagit donc avec du zinc. Là sont les deux réactifs. On vous donne les deux équations, les deux demi-équations. On vous demande de trouver, d'en déduire l'équation globale de fonctionnement. Ici, on a un électron, donc on multiplie par 2 pour avoir la même quantité d'électrons échangés. Donc on va écrire, on va additionner membre à membre, donc ça va être Zn solide, plus 2MnO2, ici c'est un solide. Donc là ça fait 2 molécules d'eau, et là j'en ai une, donc il m'en restera une à gauche. Alors je mets double flèche, comme ça je suis sûr que c'est juste. Ensuite j'ai ZnO, solide. J'ai H2O, n'oubliez plus, puisque j'ai fait le bilan. Et ici j'ai 2MnO OH solide, et j'ai 2 OH- à gauche, 2 OH- à droite, ils n'interviennent pas, donc voilà. Donc on a
l'équation ici qui est bien celle du tableau d'avancement. J'en profite pour mettre l'accent sur ça qui apparaît souvent, la valeur absolue de la charge portée par une mole d'électrons. Donc ça c'est le nombre d'Avogadro, donc c'est une mole d'électrons multipliée par la charge portée par chacun. Et on l'appelle Faraday, un Faraday. Alors ça n'a rien à voir avec les farades du condensateur, mais voilà, on l'appelle comme ça encore en hommage à Faraday. Ça peut être utile, mais bon, NaE, ça va très bien aussi. Hein. Donc, calculer les quantités de matière initiale de réactifs. Donc, la quantité initiale de zinc, on a 3 grammes de zinc, donc c'est petit m sur grand M à chaque fois. Donc, on a 3,0 grammes de zinc sur la masse molaire de zinc qui est 65,4. On trouve 4,6-2 mol. En MnO2, nous avons 7 grammes, 7,0. La masse molaire est donnée, c'est 87. Donc, 7 divisé par 87, ça fait 8,0 10 puissance moins 2 mol. Demande de remplir le tableau d'avancement en millimol. En millimol, ça va être simple, parce que ça fait 46 ici, et là, 80. En ZNO, on n'en a pas formé, ici non plus, pas de produit au départ. Donc là j'ai 46 moins X, là j'ai 80 moins 2X, ici j'ai X, et là j'ai 2X. Je ne vais pas rédiger le calcul du réactif limitant, j'ai 80 moins 2X max qui vaut 0, ou alors 46 moins X max qui vaut 0, donc en fait ici je peux mettre que X max est égal à 40 millimol. Voilà. Donc, je rédige pas ce calcul. Donc ici, ça fait 0, 40 millimol, ça veut dire qu'il en reste 6 millimol à la fin. Donc là, j'ai 40 millimol, et là, j'ai 80. La capacité de la pile, c'est une charge, c'est la valeur maximale de la charge qui peut circuler à travers la pile. C'est la valeur absolue hein, de la charge portée par les électrons. Regardons la demi-équation. J'ai MnO2 ici. Chaque fois que j'ai un MnO2 qui est consommé, j'ai un électron qui est consommé. Donc en fait, les électrons et MnO2, c'est 1 pour 1. Donc je peux écrire que la quantité d'électrons ayant circulé, c'est égal à N de MnO2. Donc je connais la quantité de matière d'électrons qui ont circulé. Donc je peux en déduire la charge qui a circulé. Donc ça veut dire que ici Qmax, c'est égal à la base N d'électrons, hein, multiplié par quoi? Multiplié par le nombre d'Avogadro, puisque là c'est les moles, ça c'est le nombre réel d'électrons, et chaque électron porte une charge moins E, mais là je suis en valeur absolue. Hein. Je peux dire que N d'électrons, je sais que c'est N de MnO2, N de MnO2, et N de MnO2 initialement présente, ici, multiplié par NaE. Voilà, donc c'est-à-dire que la quantité d'électrons qui a circulé est égale à la quantité de matière de MnO2 qui a disparu. Je peux dire que ça, c'est égal à 80 10 puissance moins 3, donc puisqu'il y a 80 millimoles de MnO2 qui ont disparu, d'accord, multiplié par la charge portée par chaque mole d'électrons, donc 9,65 10 puissance 4. Si je fais le calcul, 7,7 10 puissance 3 coulomb, 1 ampère-heure. Ça veut dire 1 ampère pendant 1 heure, donc ça veut dire 1 ampère c'est 1 coulomb par seconde, pendant 3600 secondes, en fait ça fait 3600 coulombs. Donc ici il suffit de diviser par 3600 et on obtient 2,1 ampère heure. Voilà. Souvent les capacités dans le commerce sont données en ampère heure.